tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question fascinante. Comment est-ce qu'on fait pour transformer cet immense océan de données biologiques en découvertes concrètes, en vraies avancées? Parce que, soyons clairs, l'informatique aujourd'hui, ce n'est plus juste un outil à côté, c'est devenu un partenaire indispensable de la biologie moderne. Et voilà, la question est posée. Comment on passe de ça, cette masse de données brutes, un peu chaotique et, avouons-le, quasi illisible, à ça, une information claire, visuelle, qui a du sens? Tout le défi, c'est de construire ce pont. Et c'est justement ça que permettent les outils informatiques en génie biologique. Alors plongeons directement dans le vif du sujet. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que la biologie d'aujourd'hui, c'est avant tout une science de la donnée. On génère des quantités folles d'informations. On parle de téraoctets de données génomiques chaque jour. Sans les bons outils pour les analyser, eh bien, toutes ces données resteraient lettres mortes. Et c'est ça le point absolument crucial. L'informatique, ce n'est pas juste une petite compétence en plus. Non, c'est le véritable moteur qui nous permet d'analyser, de modéliser, de gérer toute cette complexité. Bref, c'est fondamental si on veut faire avancer la recherche. Mais concrètement, ça sert à quoi? Eh bien, imaginez. L'informatique permet de scanner des millions de séquences d'ADN pour trouver une mutation précise. Elle permet de simuler le comportement d'une protéine ou de gérer des bases de données génétiques qui sont partagées par des chercheurs du monde entier. Et surtout, elle nous aide à voir, à visualiser ces montagnes de données pour y repérer des schémas, des tendances que l'œil humain ne pourrait jamais déceler. Tout ça, eh bien, ça forme le cœur de ce qu'on appelle la bioinformatique. Ok. Avant de se lancer dans n'importe quelle expérience, un bon scientifique, il a besoin d'un établi qui soit propre et solide. En informatique, c'est exactement la même chose. Alors, voyons ensemble les composants de base de notre établi numérique. Au cœur de la machine, on a le processeur, le CPU. C'est lui, le cerveau de l'opération. C'est lui qui fait tous les calculs. Et dans notre domaine, les calculs, ils sont massifs. Pensez juste à l'assemblage d'un génome complet ou à des simulations complexes. Ce sont des milliards d'opérations. La vitesse du processeur, elle a un impact direct sur le temps qu'il faudra pour obtenir un résultat. Ensuite, il y a la RAM, la mémoire vive. C'est en quelque sorte l'espace de travail temporaire de l'ordinateur. C'est là où il pose les données sur lesquelles il est en train de travailler activement. Plus on a de RAM, plus on peut manipuler de gros fichiers, comme des images de microscopie en haute résolution, sans que tout le système se mette à ramer. C'est aussi simple que ça. Et bien sûr, une fois qu'on a fini de travailler, il faut bien ranger tout ça pour ne rien perdre. C'est le rôle du stockage permanent, le disque dur. C'est la bibliothèque de l'ordinateur. Qu'il soit de type SSD, qui est ultra rapide, ou HDD, un peu plus classique, c'est là que tous nos fichiers, nos données brutes et nos précieux résultats sont conservés en toute sécurité. Et pour que tout ce petit monde, processeur, RAM, stockage, fonctionne en harmonie, il faut un chef d'orchestre. C'est le système d'exploitation. Que ce soit Windows, le plus courant, macOS, réputé pour son design et sa stabilité, ou Linux, qui est un grand favori dans le monde de la recherche pour sa flexibilité, c'est lui qui fait tourner la machine. Bon, avoir les meilleurs outils du monde, ça ne suffit pas. C'est comme dans un vrai labo, si c'est le bazar, on risque la catastrophe. L'organisation et la sécurité, c'est essentiel. C'est une question d'hygiène numérique, tout simplement. Regardez ça, la différence est frappante, non? On a tous déjà vu ou fait un rapport final version 2 final bis. Le problème, c'est que c'est le chaos assuré. Alors qu'un nom de fichier bien structuré, avec la date, un nom clair, une version, ce n'est pas un détail. C'est ce qui garantit qu'on pourra retrouver ses petits et surtout que la science qu'on fait est reproductible. C'est un peu la même logique pour les formats de fichiers. Utiliser le bon format, c'est comme utiliser le bon récipient au labo. On ne met pas un acide dans une bouteille en carton. Eh bien là, c'est pareil. Le PDF, c'est pour le rapport final non modifiable, le CSV pour les données brutes qui sortent de la machine. Chaque format a un rôle bien précis. Et ça nous amène à un point absolument critique. Cette phrase dit tout. Perdre ces données, ça peut anéantir des semaines, voire des mois de travail. C'est le pire cauchemar de tout scientifique. Il faut donc vraiment instaurer une véritable culture de la sauvegarde. Heureusement, il existe une règle d'or pour ça. Une recette toute simple et ultra efficace, la règle du 3-2-1. On garde toujours 3 copies de ces données importantes sur au moins 2 supports différents, par exemple le disque de l'ordinateur et un disque dur externe, et avec au moins une de ces copies stockée ailleurs, hors site, par exemple dans le cloud. C'est l'assurance vie de vos données. C'est non négociable. Voilà, notre labo virtuel est en ordre, tout est sécurisé. Il est temps de passer aux instruments. En informatique, nos instruments, ce sont les logiciels. C'est grâce à eux qu'on va pouvoir faire des manips sur nos données. Et là, la boîte à outils est bien fournie. On a les classiques, les suites bureautiques pour rédiger les rapports.
On a les outils de visualisation, comme R ou Python, qui sont incroyables pour transformer des tableaux de chiffres en graphiques parlants. On a des logiciels de modélisation pour les simulations, et bien sûr des outils très spécialisés comme BLAST pour comparer des séquences génétiques. Bref, à chaque étape de la recherche, son logiciel. Mais et si les outils qu'on trouve sur l'étagère ne suffisent pas? Si le problème est tellement nouveau qu'aucun logiciel existant ne peut le résoudre. C'est là que la programmation entre en jeu. Apprendre à programmer, ce n'est pas juste apprendre une technique, c'est s'offrir la capacité de créer ses propres instruments, des outils sur mesure. Et en fait, c'est plus simple qu'on ne le pense, tout part d'une idée de base, l'instruction. C'est une action toute simple que l'ordinateur sait faire, comme prends ce nombre ou affiche ce mot. C'est la brique de base de tout programme. Et regardez comment ces petites briques s'assemblent pour construire des choses incroyables. D'abord, on a la séquence, les instructions se suivent, dans l'ordre. Ensuite, la condition. Si telle chose est vraie, alors fais ça, sinon on fait autre chose. Ça permet de prendre des décisions. Et enfin, la boucle. Elle permet de répéter une action encore et encore. Avec juste ces 3 concepts, on peut construire des logiques d'une puissance phénoménale. 1. Une seule personne, avec une seule bonne idée et la capacité de la traduire en code, peut créer un outil qui va changer la façon dont des milliers de chercheurs analysent leurs données. C'est ça le pouvoir immense de la programmation en sciences. Alors la vraie question, au final, c'est celle-là. En maîtrisant tous ces outils, de la simple organisation de ces fichiers jusqu'à la création d'un petit programme, quelle porte sera ouverte? Quelle nouvelle connaissance se cache au fin fond de toutes ces données et qui n'attend qu'une chose, que le bon code vienne la révéler?